La théorie scientifique dont Charles Darwin est le précurseur, celle qu'on appelle la théorie de l'évolution des espèces, est aujourd'hui sans conteste l'un des piliers de la compréhension du monde, de la vie et de l'être humain. Avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons examiner ce que Charles Darwin a vraiment écrit et enseigné et nous poser la question: Darwin avait-il raison? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Alors Alex Zama, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre la conversation qu'on a commencée la dernière fois autour de la personne, de l'œuvre, de la pensée de Charles Darwin. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, la dernière fois, si j'essaie de me souvenir et de retenir ce qui me semblait essentiel dans ce qu'on a dit, on a dit au moins deux choses. On a dit d'abord que Darwin était quelqu'un qui avait une grande cause dans sa vie, un grand combat, c'était la lutte contre l'esclavagisme. C'est ça. Et puis, on a dit aussi que Dieu n'était pas exclu de l'hypothèse. Pas du tout. De Darwin. Loin de là. Loin de là. Et qu'en fait, Darwin avait, et là vous allez me corriger si je n'ai pas bien compris, que Darwin avait utilisé la science et les éléments scientifiques pour essayer de venir confirmer sa thèse fondamentale qui est que tous les hommes sont égaux et que l'esclavagisme est un péché. C'est exactement ça. Donc, maintenant on va parler en détail, si le temps nous le permet, disons du projet scientifique de Charles Darwin, et ce projet-là est en ligne avec sa cause. Et d'ailleurs, l'objectif, disons, du grand projet de Charles Darwin, c'était d'établir l'unité des races humaines au niveau le plus fondamental. Or, à ce niveau-là, c'était la science, bien sûr, la science de son époque. Aujourd'hui, on irait vers la génétique, la biochimie. Mais à l'époque de Darwin, c'était ce qu'on pouvait avoir avec l'anatomie de l'époque, etc. On ne pouvait pas aller plus loin. Alors, parlons un petit peu de Charles Darwin et de la science. Quelles sont ses compétences dans le domaine scientifique? Ça, c'est une très bonne question, parce que pour se donner un objectif aussi colossal, il faut avoir le gabarit pour ça. Or, Darwin est loin d'être le Albert Einstein. Darwin, si on regarde un petit peu, disons, le profil académique, il a fait des études de médecine pendant 2 ans, mais il n'a rien appris. Il faisait l'école buissonnière, il n'aimait pas ça. Ensuite, il avait peur du sang. Ça part mal pour quelqu'un qui veut apprendre la médecine. Pour un médecin, c'est mal parti. C'est mal parti. Donc, la plupart du temps, il n'était pas dans les cours. Mais il y a quelque chose qu'il a retenu quand même, mais c'est en dehors des cours. Parce qu'il avait un professeur privé. C'était un ancien esclave noir du nom de John Edmondstone. C'était un taxidermiste qui était engagé par l'université. Alors, c'est lui que Darwin payait, parce qu'il ne faut pas oublier que Darwin était très riche. Il pouvait se payer le professeur qu'il voulait. Alors, il s'est pris un professeur privé, en la personne, disons, de cet esclave noir, cet ancien esclave noir, qui lui a enseigné la taxidermie. À travers la taxidermie, il a appris l'anatomie. Et il a dû s'intéresser aux animaux. Exactement, parce qu'il semble-t-il que ce monsieur Edmondstone, c'est quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche. Il racontait bien des choses à Darwin aussi. Il disait beaucoup de choses. C'est à savoir ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, parce qu'il racontait beaucoup d'aventures. Mais il a eu l'intérêt de Darwin au point de lui enseigner la taxidermie. Donc Darwin maîtrisait l'anatomie, on peut dire. Donc, Darwin a fait un peu de médecine, mais presque rien. Presque rien. Il a appris, on va dire, sur le tas, l'anatomie. C'est ça. De ces 2 années de médecine, c'est ce qu'il a appris, l'anatomie, en dehors des cours de médecine. Et ensuite, son père, découragé de lui, parce que son père se demandait est-ce qu'il allait devenir comme un clochard, parce que le bonhomme n'apprenait rien du tout. Le père était découragé. Alors, il l'a envoyé à Cambridge, à la faculté de théologie. C'est-à-dire, au moins là, il va faire un homme de lui. Ce dont on a parlé dans la dernière émission, donc les fameuses études de théologie de Darwin. C'est ça. Là, il a fait un peu de science quand même, parce qu'à l'époque, les universités étaient détenues par, disons, des chrétiens, par des théologiens. Les profs de science, c'était les profs de religion aussi. Donc, dans ce curriculum scientifique, Darwin avait quand même quelques cours de sciences. Maths, physique, astronomie.
C'est en fait tout ce qu'il avait comme bagage scientifique avant d'aller sur le Beagle. Pas plus que ça. Donc, on s'entend que pour s'attaquer à un projet de cette nature-là, c'est vraiment pas suffisant. Et il va falloir à ce moment-là qu'il aille chercher des compétences ailleurs. Et il y a des hommes qui l'ont influencé. Et voilà. Donc, quand Darwin revient de son voyage, de son aventure du Beagle, avec toutes ces données, il ne sait pas quoi en faire. Et là, il va chercher des repères. Et les repères, il va les trouver auprès de ses mentors, ses anciens professeurs. Comme par exemple de Lyell, il va apprendre l'idée que les transformations qu'on voit dans la nature se sont faites sur une période très longue par modification lente. Et non pas comme on le pensait, en tout cas certains le pensaient, de manière brutale. Exactement. Ensuite, il va prendre un autre père de quelqu'un d'autre qui va dire que les facteurs qui ont agi sur l'environnement, sur la nature, sur les processus géologiques, ont agi aussi sur les espèces, pour que les espèces puissent s'adapter. Et un autre de ses mentors va ajouter que ces facteurs, disons, naturels, peuvent même causer la variation des espèces. Et on voit déjà où Darwin va tirer, par exemple, toute sa trame dans son livre, dans sa recherche. Et à un certain moment, il va dire que je veux que mon livre ressemble à ce que ce monsieur-là a dit. Donc, vous êtes en train de nous dire que les idées de Darwin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas des idées originales? Pas du tout. Darwin était trop jeune pour formuler toutes ces choses-là. Quel âge est-ce qu'il avait quand il a écrit Darwin, quand il a formulé tout ça, il n'avait pas encore 30 ans. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans et puis qui a pas suivi ses cours de médecine, qui a eu quelques cours de sciences à l'intérieur de son programme de théologie, ce n'est pas suffisant pour formuler toutes ces choses-là. Darwin va les prendre auprès de ses mentors. Et même, on a la preuve que des fois, il n'était pas sage pour prendre tout ce qu'il lui fallait. Par exemple, il va prendre des idées de Malthus pour mettre dans son modèle. Alors, Malthus, qui est donc le père de ce qu'on a appelé le malthusianisme. Exactement. Donc, il va prendre, disons, la théorie de Malthus qui dit qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, alors il faut donner plus de ressources aux riches et en enlever aux pauvres. Et puis Darwin met ça à l'intérieur, disons, de sa pensée, et puis il va aller avec ça. Donc, c'est la catastrophe. Et ça semble même contradictoire un peu avec la cause qu'il défend, parce que la cause qu'il défend, ce n'est pas celle des riches, c'est celle des esclaves. Exactement. C'est là qu'on voit que Darwin, dans sa jeunesse, a fait des erreurs graves de jeunesse qui l'ont poursuivi. Et jusqu'à présent, c'est ce que les gens retiennent de Darwin. Beaucoup de gens qui récupèrent Darwin, ils vont utiliser cette erreur-là. Et on va voir, pendant tout le long de son cheminement, Darwin essaie de se débarrasser de cette erreur-là. Mais ça lui reste collé à la peau. Et dans l'origine des espèces, quand il va sortir son livre, c'est le fiasco total, c'est la confusion. Parce que il aboutit à quelque chose qui est le contraire de ce qu'il veut dire. Et il n'est pas à l'aise avec ça. Est-ce que ça veut dire que si on veut connaître la pensée scientifique de Darwin, il vaudrait mieux se référer à d'autres ouvrages qu'à cet ouvrage qui est pourtant l'ouvrage référence pour la plupart des gens? Exactement. Donc, l'origine des espèces, c'est un fiasco, c'est un brouillon. Et Darwin était très mal à l'aise, à tel point qu'il ne voulait même pas le publier. Or, il a été obligé de le publier parce qu'il a été forcé. Parce que quelqu'un d'autre allait publier sur le même thème avant lui. Et ça, il ne voulait pas perdre, disons, la paternité de sa cause. C'est ça. Donc, c'est seulement ça qu'il a publié. Mais ensuite, la pensée de Darwin a maturé. Et là, maintenant, on trouve Darwin qui est en harmonie avec lui-même, en harmonie avec ses idées, en harmonie avec sa cause. Est-ce qu'il a quand même, lui, parce que là, vous nous dites, il avait peu de science au départ, il a eu des mentors, des gens qui l'ont aidé, qui l'ont influencé, même fortement. Est-ce qu'il a fini quand même par faire davantage de science personnellement et par en tirer des idées personnelles? Oui, parce que Darwin, après qu'il a été humilié par ses adversaires, parce qu'il avait les données, mais il ne savait pas quoi faire, et Darwin s'est pris différemment. Là, il a eu une approche vraiment scientifique. Il a formulé une hypothèse, il est allé chercher son modèle, il a acheté un terrain pour expérimenter son modèle. Il s'est entouré de scientifiques vraiment, vraiment compétents. Et puis là, il a pu quand même supporter, arriver avec des résultats dans le sens de ce qu'il voulait prouver. Alors quelle a été l'expérience? Quelles ont été les expériences marquantes à ce moment-là de Darwin? La principale expérience, Darwin a fait sur les pigeons. Il a acheté 325 acres de terre qu'il a consacrés aux pigeons. Il avait de l'argent pour faire ça. Il a élevé des pigeons? Oui, beaucoup. Donc, c'était un bonhomme avec beaucoup de barbe qui se promenait parmi les pigeons.
C'est l'idée, disons, que les gens ont de lui, disons, à cette époque-là. Mais sauf que les gens ne savaient pas que les pigeons étaient seulement un parabole. Donc, Darwin utilisait les pigeons pour tout simplement aboutir à des conclusions sur les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces pigeons qui allaient l'aider dans sa cause? Parce qu'on se souvient qu'on est toujours dans le cadre de la fameuse cause anti-esclavagiste. Alors, ce qu'il voulait démontrer avec les pigeons, c'est que avec un couple de pigeons, il peut prouver qu'il peut créer différentes races. Donc, avec ça, il voulait montrer qu'à partir de Adam et Ève, on peut avoir les différentes races humaines qu'on a et que ce n'est pas forcément des espèces. Donc, à l'intérieur de l'espèce pigeon, il a obtenu des résultats? Exactement, très rapidement. Parce que Darwin, il est très intelligent, très observateur. Il s'est entouré, disons, de scientifiques compétents. Et puis, il s'est allié aux éleveurs de la région aussi, aux éleveurs du monde entier, au fait. Alors, il a fait une expérience de main de maître. Puis, en très peu de temps, il avait ses résultats. Et donc, en montrant qu'on obtient des pigeons très différents à partir d'un petit groupe de pigeons. Un petit groupe de pigeons au départ, il transpose et il dit, voilà, il y avait un couple originel et toutes les races qu'on a aujourd'hui viennent de là. Exactement. Et donc, on a tous la même valeur et donc tous doivent être respectés. Exactement. Donc, c'est comme ça il a voulu prouver, disons, établir l'unité, disons, des races humaines, disons, au niveau le plus fondamental. Donc, en faisant cela, il a démontré un certain nombre de choses. Alors, il y a des choses dans ce que Darwin a démontré qui sont encore aujourd'hui reconnues et parfaitement valables. Oui, exactement. Et dans ce sens même, il était avant-gardiste sur un point, comme par exemple la sélection sexuelle. Donc, Darwin l'a prouvé, ça. Expliquez-nous en 2 mots ce que c'est la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, c'est dans le sens que, contrairement à ce qui est dit dans l'origine des espèces, c'est le plus fort qui transmet ses gènes, la sélection sexuelle dit c'est pas le plus fort qui transmet ses gènes, c'est celui qui a le sex appeal qui transmet ses gènes. Donc, c'est par le sexe que la race humaine, disons, se reproduit et puis qu'on a des variétés dans la race humaine. Donc, quelque chose d'important, c'est que dit comme ça a l'air très simple, mais si on met ça dans le contexte d'évolution, c'est un paradigme énorme qu'on vient de changer. Parce que dans le paradigme de l'évolution, normalement, un individu vit seulement pour transmettre ses gènes. Or, pour transmettre les gènes, le sexe, c'est la méthode qui est contre-indiquée. Parce qu'il y a des moyens plus simples de pouvoir les transmettre. Ce qui arrive, c'est que si tu choisis le sexe pour transmettre tes gènes, tu sacrifies au départ 50% de tes gènes. Or, si l'objectif, c'est de transmettre les gènes, donc le sexe n'est pas la voie indiquée pour l'évolution. Et on comprend pourquoi Darwin était mal à l'aise avec ça. Parce que ses résultats lui ont dit que c'est la sélection sexuelle. Et il a fallu attendre en 1980, je pense en 2013, pour que les scientifiques du monde confirment comme il faut que c'est vraiment le sexe qui est le moteur de l'évolution. Or, Darwin l'avait prouvé bien avant ça, mais il était mal à l'aise avec. Donc, ce qui veut dire, ces résultats sur les pigeons ont été très concluants. Et aussi, il a prouvé la descendance commune. C'est une analogie, mais il prouve que ce n'est pas une folie. On vient tous d'un couple originel. Exactement. Maintenant, est-ce que je me trompe en disant que, d'une certaine manière, Darwin a confirmé ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent, je ne sais pas si c'est juste, la microévolution, c'est-à-dire l'évolution, mais dans un cadre relativement restreint? Oui, exactement. Au fait, la microévolution, c'est ce qui est enseigné dans la Bible. C'est-à-dire à partir d'un couple originel, Adam et Ève, et puis on a toutes les races humaines. Donc, Darwin l'a prouvé, ça. Donc, on n'a pas à combattre l'évolution dans son ensemble. Il y a des parties, disons, de son hypothèse qui ne marchent pas, mais il y a d'autres parties qui fonctionnent. Et c'est vrai ce que vous dites, que si on est cohérent avec le message de la Bible, puisqu'on est dans l'émission « Il est écrit », on peut le rappeler. Juste rappeler ce que dit justement le livre de la Genèse, au tout début, au chapitre 1er. Non seulement il est dit au verset 1er, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais un peu plus loin, au verset 25 et 26, « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Donc le texte n'a pas dit que Dieu a créé plusieurs espèces d'hommes. Et c'est ce que Darwin voulait prouver. Dieu a créé une seule espèce d'homme. À partir de cette seule espèce d'homme, et voilà, on a toutes les races. Donc, dans cette partie-là, on peut dire l'hypothèse de Darwin, elle a été confirmée aujourd'hui de manière éclatante par la science. C'est ça, même si dans le paradigme de l'évolution, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer, à avaler, d'accepter que le sexe est le moteur de l'évolution. Ça va contre le paradigme de l'évolution. Par contre, quand Darwin a transposé cette microévolution, c'est-à-dire le fait que à l'intérieur des espèces, il y ait une large évolution, lorsqu'il l'a transposé en disant, ben voilà, finalement, on est passé d'une espèce à une autre pour partir de, je ne sais pas si c'était une cellule primitive pour arriver à l'être humain, là, il est allé trop loin. C'est ça. Donc, quand Darwin, je vais juste rappeler quelque chose, c'est que Darwin a lancé cette hypothèse-là, mais Darwin n'a pas travaillé dessus. Darwin a travaillé uniquement sur la partie qui concerne, disons, la variété des races humaines, la version des humaines. Bon, au fait, mais il croyait dans son hypothèse. Et beaucoup de gens ont bâti la théorie de l'évolution sur cette partie de l'hypothèse qu'on appelle l'arbre universel de l'évolution, où toutes les espèces qu'on voit maintenant sortiraient, par exemple, d'un seul organisme vivant, une cellule ou quelque chose comme ça. Or, cette partie-là a été taillée en pièces. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les scientifiques de renom peuvent dire cela et peuvent dire, bon, on ne peut plus accepter cette hypothèse. Qu'est-ce qui a mis en pièces l'arbre de Darwin? Au fait, la réponse tient en 3 lettres. ADN. Parce que quand Darwin a commencé à formuler ses hypothèses, on était très loin de la génétique, on était très loin de l'ADN. Maintenant, avec l'ADN, les chercheurs, surtout les chercheurs dans le domaine de l'évolution qui croient en l'évolution, pensaient avoir là l'outil pour faire briller l'arbre de la vie dans toute sa splendeur. Parce qu'il dit, là, on va confirmer ça. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. Plus ils arrivaient dans leurs recherches, plus ils avançaient, ils voyaient que maintenant, ce n'est pas un arbre, c'est une forêt. Parce que, disons, les espèces, quand même, ont des lignées très différentes les unes des autres et restent à l'intérieur de ces lignées-là. Et puis, ces lignées-là sont nombreuses. Et la Bible, dans le texte que vous venez de lire, dit Dieu les a créées selon leurs espèces. Et leurs espèces, c'est de nombreuses espèces. C'est ce que la génétique a confirmé. C'est confirmé aujourd'hui. C'est confirmé aujourd'hui. Et puis, bon, on a plus ou moins tous entendu parler aussi de cette fameuse complexité irréductible qui aussi met à mal la théorie de l'arbre universel. C'est ça. Parce que Darwin, une de ses prémices, ou bien des éléments de son hypothèse, c'est que tout se passe, disons, de manière graduelle, du plus simple au plus complexe. C'est le schéma de l'évolution. Or, dans ses recherches même, Darwin a prouvé qu'on n'a pas besoin de l'échelle nécessaire pour ça. Parce qu'en quelques années, il a pu avoir toutes les races de pigeons qu'il voulait. Ensuite, la biochimie actuellement montre que la plupart des organismes humains fonctionnent selon un schéma inverse. C'est-à-dire, pour qu'un organisme fonctionne, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être là. Qui doivent être là au départ, sinon ça ne peut pas fonctionner. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et l'exemple qui illustre ça au maximum, c'est l'exemple de l'œuf et de la poule. Dans le schéma de l'évolution, normalement, l'œuf devait précéder la poule. Parce qu'on s'entend bien que, disons, une poule est plus complexe qu'un œuf. Or, c'est un sujet qui préoccupait les chercheurs depuis très, très longtemps, jusqu'à ce qu'un groupe de 30 scientifiques britanniques se sont mis à étudier ça. Et ils ont trouvé une protéine qui allait leur donner la clé de ce mystère-là. Et alors, quelle est la réponse à l'énigme l'œuf ou la poule? La réponse, c'est que la poule est venue avant l'œuf. On en est certain maintenant. On est certain. Donc, dans le schéma de l'évolution, ça ne marche pas. Donc, voilà une preuve de plus. Mais la preuve irréfutable, c'est l'ADN qui établit qu'il y a une multitude de lignées dès le départ. Darwin ne savait pas à son époque à quel point même une simple cellule était d'une complexité incroyable. À l'époque de Darwin, une cellule était vue comme une tâche, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette tâche-là? Rien du tout. D'ailleurs, même les bactéries, qui sont des cellules, c'était vu comme des tâches. Donc, c'est pour ça la théorie de l'évolution qui part d'une bactérie
Donc, n'a rien à voir avec Darwin. Donc, les gens ont mis beaucoup de choses sur le dos de Darwin parce que Darwin n'avait pas l'élément qu'il faut pour comprendre une cellule, pour savoir qu'il y a dans une cellule. Darwin travaillait à l'échelle macro, du visible. Et Darwin était très à l'aise dans ce qu'il affirmait parce qu'il n'avait pas toutes les barrières qu'on a. Il n'a pas tous les éléments pour dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Alors, l'examen, on est arrivé au bout de notre émission pour aujourd'hui. Je me souviens que la dernière fois, vous me disiez, quand Darwin reste dans le cadre biblique, il a raison. La science lui donne raison. Quand il en sort, la science lui dit qu'il avait tort. Donc, Darwin est quelqu'un qui, lorsqu'on étudie son œuvre, peut confirmer la foi et confirmer la Bible. Exactement. Moi, je dis toujours, il faut aller récupérer Darwin. Parce que trop de monde a récupéré Darwin. Les athées l'ont récupéré, les capitalistes l'ont récupéré, les communistes l'ont récupéré. Quand est-ce que les croyants vont récupérer Darwin? Parce que Darwin, au fait, était croyant. Pourquoi le laisser dans le camp des athées? Et s'il y a quelque chose que je souhaite, c'est cela, qu'on redonne à Darwin ce qu'il a été. Il était croyant. Merci Harold Exama pour cet échange très intéressant. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Ce sera un plaisir à nouveau. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Et bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. Alors on commence avec toi Gabriel pour présenter notre offre de la semaine. Un petit livre, je pense très intéressant, qui est dans le droit fil de notre discussion sur le créateur, l'univers. Oui, exactement. Au-delà de l'imagination, un petit livre illustré très intéressant sur l'immensité et la complexité de l'univers qui nous montre que dans le fond, ça ne peut pas vraiment être le fruit du hasard ou de la chance, mais que derrière tout ça, il y a bel et bien un créateur. Et puis à partir de là, le livre va un peu plus loin. Va un peu plus loin et répond aux questions. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et où est-ce qu'on s'en va? Donc, vraiment très importante comme question sur des questions existentielles, finalement. Donc, au-delà de l'imagination, un petit livre qu'on propose au prix de 12 $. Voilà, donc ça, c'est une offre à ne pas manquer. Si vous voulez obtenir votre exemplaire de ce petit livret, n'hésitez pas à prendre contact avec nous dans quelques instants. Auparavant, Sylvain, nous avons une question, comme toujours. Oui. On a, et c'est aussi une question qui a un rapport avec l'univers, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. C'est une question anonyme pour le moment de Montréal. Voici la question. Selon Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35, se pourrait-il que cette pierre qui est mentionnée dans le texte, donc on va avoir besoin de lire le texte, est un astéroïde qui rentrait en collision avec la Terre? Okay? Ah. Intéressant. Donc, il faut, je pense... Là, on est dans regarder le texte précisément, puis laisser le texte nous parler. Dans les films à grand spectacle. Oui. Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35. Oui. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, question de notre auditeur, est-ce que ce texte, qui, soit dit en passant, est la fin d'une vision prophétique qu'on a dans le livre de Daniel, est-ce que ce texte parle d'un astéroïde? Bien, moi, ce que j'aime beaucoup pour le moment de ce texte-là, c'est parce que c'est à chaque fois que je le partage avec des gens, je suis tellement heureux parce que dans le même chapitre, il y a l'interprétation de ce qui a été mentionné. Exact. Donc, au verset 44, je crois de mémoire, ou 45, on donne le sens de cette pierre-là. C'est quoi cette pierre-là? Ça représente quoi? On n'a pas besoin d'aller bien loin. Ouais. On rappelle en 2 mots, Sylvain, que cette vision donc, de la statue avec les différents métaux, c'est une vision qui a été donnée par Dieu pour représenter l'histoire humaine. Voilà. Jusqu'à son terme, les différents royaumes, empires, etc. Et effectivement, à la fin, il est dit que, et je lis, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume
qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Donc, clairement, la petite pierre ici, ce n'est pas un astéroïde, c'est une image. Il faut faire très attention à la manière dont on interprète les textes bibliques, ne pas y projeter nos pensées, nos idées. Ici, clairement, la petite pierre, c'est une intervention qui vient d'ailleurs, qui vient de Dieu. Oui. C'est le fait que pour pouvoir établir son royaume sur la terre, Dieu va d'abord devoir détruire le royaume de ce monde, purifier la terre, et seulement à ce moment-là, construire son royaume. Donc non, je ne sais pas qui a envoyé la question, mais non, ce n'est pas un astéroïde, c'est l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Et c'est bien plus puissant qu'un astéroïde. Voilà, en 2 mots, ce qu'on pouvait dire à notre auditeur ou notre auditrice. On rappelle notre offre du jour, Gabrielle? Bien sûr, au-delà de l'imagination à 12 $. Et voici comment vous pouvez vous procurer notre offre de la semaine. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Merci d'être nombreux à nous écrire pour nous encourager. Semaine après semaine, on reçoit vos messages et on les apprécie beaucoup. On voudrait, Sylvain, partager justement quelques messages aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai un message de Daniel de Saint-Hubert. Je vous remercie pour votre retour d'appel et pour l'information concernant la version biblique qui est seconde 1910. Donc, on a eu la chance de parler aussi au téléphone, mais j'avais reçu une lettre. Il nous dit en terminant, « Je vous remercie pour votre enseignement qui me prépare à la venue de Jésus. » Donc, merci Daniel pour ton message. Steven de Saint-Georges nous dit ceci, « Bravo pour vos émissions, elles comptent beaucoup pour moi et vous en remercie. » Ici, j'ai un message aussi de Karina de Montréal qui nous dit « Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu le témoignage que vous avez partagé et je serai intéressé par le programme pour cesser de fumer. J'ai de la misère à arrêter et je veux plaire à Dieu. » Voilà, on a essayé d'aider comme on le pouvait, Karina, pour arrêter de fumer. On essaye d'avoir des programmes aussi pour cesser de fumer. Un message de Mathieu de Laval. « J'écoutais sporadiquement votre émission sans y donner trop d'importance. Étant croyant, du moins je le pensais. Mais récemment, j'ai vécu toute une expérience. Maintenant, je comprends ce que signifie avoir Dieu dans sa vie. Tout ça pour vous dire merci, car vous avez été l'élément déclencheur. » Merci Mathieu pour ce message, merci à vous tous. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles en nous écrivant. Vous pouvez aller aussi sur notre site internet ilestécrit.tv. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette émission. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez en tout temps revisionner nos émissions en vous rendant sur notre site internet ilestécrit.tv. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »